Eh ben c'est simple, on se focalise sur le volet religieux, on nous explique que ce sont des musulmans opprimés parce que musulmans dans une terre à majorité bouddhiste, mais il se trouve quand même que parmi les 135 minorités birmanes, il y a d'autres fortes minorités musulmanes au Myanmar. Il y a ceux d'origine indienne, ceux d'origine chinoise, qu'on appelle les Pantais, et ceux-là ne connaissent aucun problème de discrimination, aucun problème d'intégration, enfin ça se passe très bien avec eux. Donc, a priori, l'islam n'est pas vraiment le problème de fond, même si ça arrange un certain storytelling que nous ayons affaire une fois de plus à des musulmans présentés en position de victime. Et puis, en creusant un petit peu le sujet, deux articles se sont télescopés et ont un peu titillé ma curiosité. Donc, dans le premier, daté de ce matin, on apprend que, je cite, les actions entreprises par les militaires contre le peuple Rohingya doivent cesser. Et c'est le Premier ministre britannique, Theresa May, qui l'affirme. Le ministre de la Défense britannique, lui, justifie l'arrêt de toute aide militaire, de tout programme d'assistance militaire britannique auprès du gouvernement birman, justement par la poursuite des violences dans l'État de Rakhine et les abus en matière de droits humains. Alors, dans le second article, j'ai découvert que l'État de Rakhine, qui héberge les Rohingyas, donc, joue un rôle important dans la nouvelle route de la soie chinoise, car il s'agit d'une sortie vers l'océan Indien, et la Chine a massivement investi dans cette région. Donc, ils vont construire des routes. Il y a déjà un gazoduc, un oléoduc qui sont là. C'est bon, c'est 1 milliard de dollars d'investissement quand même, hein. Il y a un port en eau profonde. Enfin voilà. Donc, c'est pour les Chinois, c'est une zone extrêmement importante, ce qu'on se garde bien de nous dire dans nos médias mainstream. Donc on a des pipelines qui vont de la côte ouest du Myanmar vers la Chine, à l'est, et qui permettent l'importation d'hydrocarbures du golfe Persique vers la Chine, tout en évitant le goulet d'étranglement du détroit de Malacca, donc, qui est une zone extrêmement dangereuse avec de la piraterie, et la mer de Chine méridionale, qui fait l'objet de pas mal de tensions, enfin la Chine se développant de manière assez agressive dans cette zone. Et puis je crois que la région et ses côtes sont aussi riches en pétrole et en gaz. Absolument, c'est important de le souligner, mais donc au-delà de la question des hydrocarbures, qui est une question centrale, ces hydrocarbures qu'il faut exploiter, qu'il faut transporter, il faut rappeler quand même que cette histoire de route de la soie, c'est un projet pharaonique qui devrait relier donc par route et rail principalement la Chine à l'Europe en passant par toute l'Asie et l'Asie centrale. Donc ça devrait à terme détourner une partie du commerce mondial au profit des 3 BRICS qui sont sur le chemin, à savoir donc la Chine, l'Inde et la Russie, qui, à eux trois, vu le volume de leur économie et de leur population, n'ont guère besoin de l'Occident pour assurer leur croissance, s'ils arrivent donc à développer leurs échanges entre eux. Sans compter que la Chine et la Russie se battent pour dédollariser leur économie et luttent contre l'hégémonie du billet vert. Oui, tout à fait, Clément. Raison de plus pour que l'Occident ait intérêt à entraver les projets de la Chine en Birmanie. Je rappelle que M. Saddam Hussein, que M. Kadhafi s'étaient également lancés dans cette voie de la dédollarisation et que ça leur a pas trop réussi. Donc, méthode classique, hein, encourager le djihadisme dans l'état de Rakhine pourrait contribuer donc à cette déstabilisation de la région, comme on le voit actuellement. D'ailleurs, s'appuyer sur les djihadistes pour contrer des rivaux est une habitude occidentale depuis au moins la première guerre d'Afghanistan, celle de 79 contre les soviétiques. On peut citer aussi en vrac la Libye, l'Irak, la Syrie, le Kosovo, la Tchétchénie, etc. Bref, la liste est longue. D'ailleurs, les Anglais eux-mêmes avaient déjà instrumentalisé les Rohingyas contre les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Rien de neuf sous le soleil donc. Et puis, bon, au-delà de toutes ces raisons humanitaires officiellement invoquées, il est logique pour l'Angleterre de cesser son soutien à l'armée birmane, d'affaiblir donc cette armée birmane pour que la crise se prolonge, pour qu'elle pourrisse. Parce que tant que durent les troubles, si le pipeline se retrouvait endommagé ou rendu inopérant du fait de la guérilla et de la répression, si cette nouvelle route de la soie se voyait entravée dans l'un de ses points par des guérillas endémiques, et accessoirement, si la Birmanie, qui est un allié local de Pékin, est mise au banc des nations pour les exactions directes ou indirectes sur une partie de sa population, on voit bien à qui profite le crime. En déstabilisant la Birmanie, on touche la Chine et par ricochet, l'Inde et la Russie. Alors est-ce que c'est vraiment si simple, juste une affaire de gros sous et de pétrole, Stanislas? Clément, je ne suis pas vraiment un tenant des explications monocausales, particulièrement de l'explication économique, qui serait, selon la plupart des commentateurs, l'alpha et l'oméga des relations internationales. Alors c'est évidemment un facteur central, et on le voit bien ici. Mais d'autres acteurs viennent mettre leur grain de sel, je dirais, dans ce jeu.
Donc on évoquait déjà il y a un mois le côté djihadiste, on l'a évoqué encore maintenant. Donc le côté djihadiste plus ou moins affiché de la rébellion Rohingya. Depuis, j'ai eu pas mal d'informations qui corroborent cette hypothèse. Je peux notamment citer Chris Blackburn, qui est un spécialiste britannique reconnu du terrorisme musulman et qui confirme que donc cette insurrection Rohingya en Birmanie, donc qu'on appelle l'ARSA, l'armée du salut des Rohingyas de Rakhine, est encadrée par des Rohingyas nés et élevés au Pakistan et d'autres qui ont passé un certain temps en Arabie Saoudite. Bon, d'ailleurs, on parlait de l'ARSA qui voulait se distinguer, se démarquer publiquement de l'opposition Rohingya au Bangladesh, qui, elle, affiche clairement la couleur djihadiste. Bon, il apparaît quand même qu'en parallèle, les extrémistes musulmans d'Indonésie, qui sont regroupés au sein d'une espèce de front de défense, recrutent activement des djihadistes pour aller combattre en Birmanie. Alors évidemment, des pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite s'indignent, déplorent le sort des Rohingyas. Bon, ce sont quand même souvent les mêmes qui ont été pris la main dans le pot à confiture, en Syrie et ailleurs, pour avoir soutenu les djihadistes. Et cela nous amène à votre première question. Comment se fait-il que cette crise connaisse un écho médiatique et politique si important ? Alors je pense, Clément, que vous vous doutez un tout petit peu de la réponse. Qui dit enjeu économique majeur dit gros moyens pour activer des caisses de résonance, comme on dit en communication d'influence. Ces intérêts économiques, ce sont ceux d'États, bien sûr, mais aussi de compagnies privées, de grosses compagnies pétrolières notamment. Et les uns et les autres arrosent assez généreusement de subventions les ONG qui opèrent dans la région et ailleurs. On peut notamment citer à titre d'exemple une Burma Task Force qui regroupe un nombre important d'ONG de la galaxie George Soros, qui, on le sait, a joué un rôle significatif dans les révolutions de couleur dans les pays de l'Est et dans les printemps arabes. Donc Soros a activé ses réseaux pour alerter la communauté internationale sur le sort des Rohingyas, et comme il a de très gros moyens, ça a bien marché. Bon, il n'est pas le seul, on l'a vu il y a un mois, le pape, lui qu'on ne peut pas soupçonner d'être de mèche avec les compagnies pétrolières, en a fait de même. Et donc, comme ce storytelling met en scène, comme on le disait tout à l'heure, des musulmans victimisés, on oublie quand même un tout petit peu au passage que ce sont eux qui ont initié le cercle vicieux action-répression dont pâtissent malheureusement les populations civiles. Donc c'est un storytelling qui est bien dans l'air du temps. La presse occidentale s'engouffre dans le drame, qui en est un. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus. Alors, je rajouterais que d'autres, qui sont plus complotistes que moi, si c'était une chose possible, n'est-ce pas, se plaisent à souligner que ces mêmes médias sont tous aux mains de grands groupes industriels ou financiers, que ces mêmes médias, donc possédés par des groupes dont les intérêts convergent avec ceux des fauteurs de troubles ou avec ceux de leurs parrains saoudis ou qataris. Bon, personnellement, je ne me permettrai évidemment pas d'avancer des hypothèses aussi cruelles pour la liberté et l'indépendance de nos confrères. Bien sûr, on vous connaît. Merci Stanislas Tarnowski pour